La séance est présentement enregistrée. Bon, bonjour tout le monde. Je déclare la séance du Conseil du 15 juin officiellement ouverte à 10h03. Je vais demander à tout le monde de confirmer sa présence. Monsieur Côté. Oui. Monsieur Côté présent est dans mon bureau avec moi. Monsieur de Beaumont, mettez votre micro à on, s'il vous plaît. Monsieur de Beaumont. Confirme sa présence par un pouce. Madame, Monsieur Robidoux, présent. Madame Shannon. Présent. Présente. Madame Joly. Présente. Monsieur Lévesque. Présent. Ah. Il y a avec nous Madame Paquette, qui s'est absentée quelques instants. Il y a Madame Guylaine Giroux, qui est notre directrice finance, et Madame Picard, directrice du greffe. Madame Paquette se joint à nous. On va sauter le moment de silence. Le point 3, tenue de la séance à huis clos. Attendu le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois. Attendu l'arrêté ministériel numéro 2020-029 daté du 26 avril 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide de moyens permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux, ce qu'on fait par visioconférence. Attendu selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être enregistrée et publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Attendu l'obligation ministérielle de tenir les séances à huis clos jusqu'à nouvel ordre. Pour ces motifs, le Conseil accepte que la présente séance et les séances subséquentes jusqu'à nouvel ordre soient tenues à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent participer par voie de vidéoconférence ou de audioconférence. Ça me prend un proposeur. Propose. M. Côté propose, secondé par M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord, M. de Beaumont? D'accord. M. Robidoux? D'accord. Mme Shannon? D'accord. Mme Joly? D'accord. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Et quand on dit que la séance doit être enregistrée, là, on n'est pas obligé d'avoir une séance filmée. Elle pourrait être juste audio. La loi nous oblige à diffuser la séance soit en audio ou en vidéo. On l'a fait, nous autres, en vidéoconférence. Bon. Est-ce qu'il y a des questions des membres du Conseil concernant l'ordre du jour? Non? Adoption de l'ordre du jour. Je propose que l'ordre du jour de cette séance soit adopté tel que modifié. On ajoute le point 41A qui est acquisition de gré à gré ou par expropriation du lot 366 0247, barrage du lac Beaune. Ça va? Alors, ça me prend un proposeur. Proposé. M. Côté, secondé par Michel Joly. Mme Joly. Tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Approbation des procès-verbaux des séances précédentes. Alors, le Conseil approuve les procès-verbaux de la séance ordinaire du 19 mai et des ouvertures et des soumissions du 3 et 11 juin tels que rédigés. Ça me prend un proposeur. Proposé. M. Côté propose, secondé par Michel Joly. M. de Beaumont. Dépôt et présentation des états financiers du rapport de l'auditeur externe. Mme Paquette. Monsieur le maire, on doit voter sur la dernière, la 6. Je m'excuse. Est-ce que tout le monde est d'accord avec l'approbation des procès-verbaux? Oui. Oui. Oui, tout le monde est d'accord. Présentation des états financiers et rapport de l'auditeur externe, exercice financier 2019. C'est Guylaine qui fait la présentation? Oui.
Je me présente, Guylaine Giroux, directrice des finances de la municipalité de Jersey. Après réception des états financiers de la firme comptable Boisvert et Chartrand, nous faisons officiellement le dépôt de ce rapport à cette Assemblée conformément à l'article 176 du Code municipal du Québec. Selon l'opinion de cette firme comptable, les états financiers déposés donnent dans leur aspect significatif une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2019, ainsi que les résultats de ses activités, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date conformément à la canadienne pour le secteur public. Si vous regardez dans le document les documents qui ont été partagés, que Monique va nous partager présentement, vous retrouverez celui du sommaire des résultats à des fins fiscales consolidées pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019. Celui-ci facilitera votre compréhension des informations qui vous seront données. De cet exercice financier, nous pouvons affirmer qu'au 31 décembre 2019, nous avions un surplus d'un montant de 457 299 que vous retrouvez à la ligne 15. Celui-ci résulte plus ou moins des revenus de 10 311 508 à la ligne 1, moins les dépenses de 9 820 929, qui est le calcul des dépenses de 10 784 297 à la ligne 4, moins les amortissements de 1 848 841 à la ligne 8, plus les remboursements annuels de la dette à long terme de 794 836 qui est à la ligne 10 et autres 223 917. Cet excédent se chiffre comme suit. Des revenus supplémentaires de 182 760 qui est les droits de mutation sur vente immobilière plus importants que prévu au budget. Des dépenses moindres de 164 570 qui est des coûts moins élevés pour le service de la SQ, l'aménagement qui est dû à un hiver moins rude, ainsi que d'autres économies dans divers départements. Et l'augmentation des remboursements de la dette à long terme de 82 210, qui est les intérêts sur 3 nouvelles émissions émises avant la date planifiée. Sur le tableau 2, vous retrouvez celui-ci qui se nomme Nomade de la situation financière consolidée au 31 décembre. La municipalité a des actifs tels que le compte bancaire avec un solde de 2 600 774 qui est la ligne 1, des comptes à recevoir de 6 669 151 à la ligne 2 et des immobilisations évaluées à 26 194 411 qui est à la ligne 14. Pour le passif, nous avons la dette à long terme au montant de 9 994 191 qui est la ligne 7 et des comptes à payer de 2 150 247 qui est la ligne 8 et 9. Nous avons aussi des excédents accumulés non affectés de 2 001 831 qui est la ligne 15, des excédents affectés de 1 661 235 qui est la ligne 16, qui sont affectés au spectacle de l'Église, à la taxe sur l'environnement, au parc et espaces verts, ainsi que la taxe du fonds de réseau routier et un fonds de roulement de 128 462 qui est la ligne 17. Pour ce qui est de la dette à long terme qui s'est terminée au 31 décembre à un montant de plus ou moins 10 millions, celle-ci a eu une augmentation d'environ 4,3 millions qui se rapporte aux émissions 23, 24 et 25, qui sont les 15 tronçons, la réfection de diverses rues et chemins et le chargeur sur roue. Mais il faut prendre en considération que nous avons reçu des subventions pour près de 3 millions en 2019 pour les investissements qui ont été effectués dans notre municipalité. Je laisserai le soin à M. le maire de vous les dévoiler lors de son rapport annuel. La répartition de cette dette se chiffre comme suit. Près de 5,2 millions à l'ensemble des contribuables, environ 500 000 à des secteurs distincts et plus ou moins 4,4 millions aux divers gouvernements, car ceux-ci doivent nous verser des subventions concernant certains de nos projets qui sont financés par règlement d'emprunt. Pour ce qui est des faits saillants des états financiers 2019, je vais maintenant laisser le soin au maire Kenville de vous en faire part. Merci. C'est beau. Alors, ça, c'était un dépôt des états financiers. Le point 8, c'est le rapport du maire des faits saillants du rapport financier, du rapport de l'auditeur externe. Alors, conformément aux dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal, en cette séance ordinaire du Conseil du 15 juin, je fais rapport aux citoyens de Jersey des faits saillants du rapport financier, du rapport de l'auditeur externe pour l'exercice financier se terminant
le 31 décembre 2019, tel qu'audité par la Société comptable professionnelle agréée Boisvert et Chartrand. L'exercice financier s'est soldé par un excédent consolidé de 457 299 $, résultant de recettes se chiffrant à 13 354 718 $ et comparativement des dépenses de 12 897 419 $. Sur une charge totale consolidée de plus ou moins 12,9 millions, environ 6,9 millions constituent des frais pour des obligations incontournables ou des quotes-parts non discutables. Réalisation des investissements en 2019. Il est important pour une municipalité de maintenir un investissement constant dans ses infrastructures. C'est pourquoi nous avons fait des investissements de près de 5 millions en immobilisation au cours de l'exercice 2019. Ça se résume comme suit. L'achat de 2 camions de 10 roues avec benne et d'une souffleuse à neige. Les travaux de peinture d'éclairage au bâtiment de la Belle-Église. La finalisation des travaux de conversion de la Belle-Église en salle de spectacle, loge et muret. La réfection du réseau routier pour de l'apiculture, 4e rang Est et Ouest, Michel, le chemin Michel, la rue de l'Église, le chemin Castor, chemin du lac Paré, Grenier Nord, 5e rang, Mère Reine des Cœurs et au 9e lac. Les travaux préparatoires pour le projet d'aménagement du parc multifonctionnel. La conception visuelle du projet de panneaux de bienvenue qui devrait être installé cet été. L'achat de 4 enregistreurs pour les postes de pompage pour notre station d'eau potable. Le remplacement de ponceaux, grand diamètre sur le domaine des chutes et le croissant du 9e. Des études de sécurité de barrage qui ont débuté en 2019 et qui vont se poursuivre en 2020. Des plans et devis pour le barrage du lac Beaune. Travaux de remplacement de l'évacuateur du lac des Cygnes. Puis des travaux de stabilisation pour le barrage du lac d'Argent. De ces dépenses en immobilisation, la municipalité a reçu environ 3 millions en aide financière des différents paliers du gouvernement fédéral, provincial. Malgré tous ces investissements, le ratio d'endettement total à long terme du 100 $ de la richesse foncière uniformisée est de 72 cents. Pour la municipalité, comparativement à une moyenne de la MRC qui est à 1,57 $, de la moyenne de la région de Lanaudière qui est à 2,51 $ et celle de tout le Québec est à 2,17 $. Donc, en conclusion, le rapport financier démontre que la municipalité est en très bonne santé financière. Le taux d'endettement par ratio est le plus bas de toute la Matawini et quand on regarde dans toute la Naudière selon la moyenne. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions concernant le rapport du maire ou les états financiers? C'est beau? C'est bon? Alors, attendu, le point 9, la période de questions, rapport du maire, il y a des questions qui peuvent être posées par les citoyens. Attendu que la présente séance est tenue à huis clos en raison de la situation exceptionnelle, je propose que suivant la publication du rapport du maire sur le site Internet de la municipalité, une période de 15 jours soit allouée afin de permettre aux citoyens de soumettre leurs questions et commentaires par courriel et que les réponses soient données lors de la prochaine séance du Conseil. Ça me prend un secondaire. Monsieur Robideau? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Tout le monde est d'accord? Résolu à l'unanimité? Le point 10, affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre, le fonds affecté spectacle à la Belle-Église. Ça, globalement, on avait un fonds de 90 000 $. À la fin de l'exercice, on a fini avec des revenus inférieurs aux investissements, d'une différentielle de 13 000 quelques cents $, 13 562 $. Alors, c'est de réaffecter le montant pour le fonds de roulement à 90 000 $ pour les spectacles. Ça me prend un proposeur. Proposé. M. Lévesque, secondé par M. Côté. Oui. Amendement à la résolution 2019-477, affectation d'une partie de l'excédent fonctionnement de l'exercice financier. Monsieur le maire, il faut voter. Oui, je m'excuse. Est-ce que tout le monde est d'accord avec le point 9?
Le point 10. Point 10. Point 10. Oui. Tout le monde est d'accord? Résolu à l'unanimité. Merci de me rappeler à l'ordre, M. Lévesque. Amendement à la résolution 2019-477, affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement de l'exercice financier 2019. Fonds spécial, réseau routier. Suite à l'audit du 31 décembre et la résolution numéro 2019-477 en date du 9 décembre 2019, un montant de 47 631 soit transféré de l'excédent de fonctionnement cumulé non affecté à l'excédent de fonctionnement affecté au fonds taxe réseau routier. Dans le fond, c'est un surplus qu'on a d'accumuler par rapport aux dépenses et les revenus de la taxe sur le réseau routier qu'on va réaffecter à 100% en 2020 sur le réseau routier. Ça me prend un proposeur. Je propose. M. Lévesque propose, Mme Joly, seconde. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Ministère des Transports, reddition de compte, programme d'aide à l'entretien du réseau routier. À tous les ans, quand on fait des travaux avec des financements, il faut faire une reddition de compte. C'est l'objectif de cette résolution-là. Alors, ça me prend un proposeur pour autoriser la municipalité à faire sa reddition de compte. M. Lévesque, secondé par M. Robideau. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Demande d'aide financière, programme d'aide à la voirie locale, volet accélération des investissements. Ça, c'est le programme d'investissement qu'on a, le 75 puis le 50 qui est l'autre résolution. C'est des demandes, des résolutions qui nous autorisent à aller demander de l'aide financière. Pour le point 13, c'est dans le cadre du projet AIRRL. Ça me prend un proposeur. Proposé par M. Robideau, secondé par M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 14, c'est aussi pour le même volet, mais c'est le programme RIRL. Ça me prend un proposeur pour aller demander l'aide financière. Proposé par M. Lévesque, secondé par M. Côté. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 15, carte de crédit, gestionnaire additionnel et augmentation de la limite de crédit. Comme vous le savez, on a deux cartes de crédit à la municipalité, une qui est détenue par les loisirs et l'autre qui est par le greffe. Ce qu'on veut, compte tenu de la situation où on fait de plus en plus d'achats en ligne, on va augmenter les limites de crédit de la partie de la carte de crédit qui est au greffe. Actuellement, au loisir, ils ont 6 000 $, on la maintient à 6 000 $. Et celle du greffe qui est à 5 000, on la monte à 14 000, ce qui va faire un total de carte de crédit de 20 000 $. Et on ajoute comme gestionnaire Mme Guylaine Giroux, pour gérer et accéder aux informations qu'il y a sur les relevés de compte. Ça me prend un proposeur. Manon, secondé par Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Achat d'Oriflamme, image pub. La municipalité veut procéder à l'achat de 10 Oriflammes. Les Oriflammes, c'est des espèces de petits drapeaux qu'on va mettre en avant des projets, dans le cadre surtout du projet d'investissement qu'on fait pour les résidences et les commerces et les organismes communautaires là, dans le périmètre urbain sur la rue de l'Église et la rue principale et une section de la route 125. Alors, on va mettre, quand les citoyens ou les commerces ou les OSBL vont faire de l'investissement qui sont aussi financés en partie par la municipalité, on va mettre des oriflammes pour dire voici, il y a eu quelqu'un qui a participé au programme, il y a un investissement de la municipalité ici. Et il va y avoir aussi des oriflammes pour le parc, un oriflamme aussi pour notre usine des eaux usées quand on va commencer les travaux. Alors, le coût d'achat de ces oriflammes-là sont de 1 984 pour les 10. Ça me prend un proposeur. M. Côté propose, secondé par Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité.
Amendement à la résolution 2020-185, désignation des lots expropriés rue des Glaïeuls. Quand on a passé la résolution le mois passé, on n'avait pas précisé les numéros de lots. Pour des fins légales, on fait un amendement à la résolution juste pour préciser les numéros de lots qui sont le lot numéro 5 749 839, 5 760 377, 5 760 368 et 5 760 369. Les 4 lots étant sur la rue des Glaïeuls, c'est pour permettre la réhabilitation du barrage du lac Orignal. Alors, pour ça, ça me prend un proposeur. Michel Joly. Madame Joly, secondé par M. Côté. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. La vente de gré à gré du lot 3 660 197. Attendu l'offre d'achat présentée par M. Robert Ducharme et Mme Danielle Morancy à la municipalité de Chersey en date du 13 février 2020. Concernant un terrain constitué du lot 3 660 197 du Cadastre du Québec, incluant toutes les servitudes applicables. Attendu la valeur du terrain au rôle d'évaluation 2019 qui est de 900 $. Attendu que la cession du lot de ce terrain ne cause aucun préjudice aux autres propriétaires qui sont limitrophes. Pour ces motifs, on veut que la municipalité vende le lot à Mme Morancy et à M. Ducharme au coût de 900 $. Ça me prend un proposeur. Propose. Qui propose? Michel Joly. Michel Joly, appuyé par M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. C'est quelle rue, ça, s'il vous plaît? C'est sur la route 335. Excusez-moi, me permettez-vous de répondre, M. Kenville? Oui. Route 335. C'est bon? La vente de gré à gré, le point 19, pour le lot 3 660 198. Non, c'est celui-là que je viens de faire, non. OK, c'est un autre lot, la même chose, les mêmes acheteurs. Oui. Pour les mêmes motifs, la valeur du terrain est à 500 $. Alors, pour cette vente-là, ça me prend un proposeur. Je propose. Mme Joly propose, secondé par M. de Beaumont. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Schéma de couverture de risque incendie, adoption du rapport d'activité annuel. Me permettez-vous, M. Kenville, il faudrait passer au point 20 avant. Oui. Je m'excuse. Offre d'achat immeuble situé au 523 chemin de l'Église. OK, c'est d'autoriser Mme Paquette à négocier une offre d'achat ou à faire une offre d'achat pour l'achat du presbytère. Ce n'est pas un achat, c'est une négociation ou une offre d'achat que Mme Paquette est autorisée à faire à la fabrique, la corporation de la paroisse Sainte-Famille des Lacs pour l'acquisition de l'immeuble situé au 523 de l'Église, qui est le presbytère. Ça me prend un proposeur. M. de Beaumont. Secondé. Secondé par M. Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Schéma de couverture de risque incendie, c'est l'adoption du rapport d'activité. Alors, c'est le rapport qu'on doit déposer annuellement sur toutes les activités qu'il y a eu au service incendie dans l'année qui vient de se terminer au 31 décembre. Pour le dépôt du rapport, ça me prend un proposeur. M. Lévesque, secondé par Mme Shannon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Pour votre information, on est quelques semaines en retard là-dessus. Et à partir de l'année prochaine, on va être dans le respect des échéanciers. N'est-ce pas, Mme Paquette? Renouvellement du contrat d'assurance collective. C'est le renouvellement annuel de notre assurance vie avec la compagnie Union Vie pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. Ça me prend un proposeur. M. Robidoux, secondé par Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui. Résolu à l'unanimité. SPCA Lanaudière. Addenda à l'entente de service. Vous savez qu'avec le dépôt de la nouvelle loi concernant les chiens dangereux, il y a des amendements qui ont été faits à la loi provinciale. Nécessairement, on va avoir un règlement, nous autres, qui va être adapté en conséquence à une séance ultérieure. Toutefois, pour permettre à la SPCA d'appliquer le règlement provincial, il faut faire un addenda à l'entente qu'on a avec eux autres. L'entrée en vigueur du nouveau projet de la nouvelle loi concernant les chiens potentiellement dangereux est du 3 mars 2020. Alors, il faut absolument faire un addenda de notre entente avec la SPCA. Pour ça, ça me prend un proposeur. Mme Shannon, secondé par M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Délégation de pouvoir, règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Alors, c'est l'entrée en vigueur du règlement provincial du 3 mars. En vertu de ce règlement-là, il incombe à la municipalité de faire respecter cette loi-là, en ce qui a trait à la section 3 du règlement concerné. La municipalité peut désigner un fonctionnaire ou un employé responsable de l'exercice des pouvoirs prévus à la section 3 du règlement provincial. Alors, ce qui est proposé, c'est de mandater Mme Linda Paquette, directrice générale secrétariat, de faire respecter la section 3 du règlement provincial d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place des encadrements concernant les chiens. Alors, c'est la délégation du pouvoir à Mme Linda Paquette. Ça me prend un proposeur. Mme Shannon, appuyée par M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Résolu à l'unanimité. Le point 25 et le point 26, c'est concernant l'embauche de 2 employés. Le 25, c'est Mme Duquette et le 26, Mme Provost. Compte tenu de la période de COVID, ce qu'on vit actuellement, et la période de probation des 2 employés, la situation étant que les employés ont travaillé en télétravail, il est très difficile pour le gestionnaire de faire l'évaluation complète des employés. Là, le retour au travail, c'est en fait, on reporte la période de probation qui normalement est de 3 mois. On la rapporte dans les 2 cas au 14 août 2020 pour permettre à Omar de faire une bonne évaluation des 2 effectifs concernés. Alors, pour Mme Duquette, ça me prend un proposeur. Mme Shannon, appuyée par M. Lévesque. Pour Mme Provost, ça me prend un proposeur. Mme Shannon est secondée par M. Robidoux. Est-ce que tout le monde est d'accord avec le point pour Mme Duquette? Monsieur le maire, j'ai un commentaire. Dans les mêmes conditions de la convention initiale? Oh. Pour Mme Provost, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Alors, dans les 2 cas, c'est résolu à l'unanimité. Merci. 27, entente camp familial Saint-Urbain, camp de jour municipal. Comme vous le savez, on a eu une discussion ensemble la semaine dernière là-dessus. Le camp Saint-Urbain nous a offert de faire le camp de jour avec toute son installation physique et ses ressources. On va assurer avec le camp Saint-Urbain, les citoyens vont aller mener directement leurs enfants au camp Saint-Urbain. On va assurer la garde avant le début de l'horaire de service du camp Saint-Urbain et à la fin de l'horaire de leur service pour assurer une garde jusqu'à ce que les parents viennent récupérer leurs enfants. Alors pour ça, c'est d'accepter l'entente à l'effet qu'on va tenir le camp de jour au camp Saint-Urbain du 29 juin au 21 août et que le Conseil accepte les conditions de l'entente du 12 juin 2020 qui a été négociée par Mme Kim Baumgarten de notre service des loisirs. Alors pour ça, ça me prend un proposeur. M. Côté, secondé par Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Alors ça, c'est un gros plus. Ça a été fait à la dernière minute, cette entente-là. Le camp Bouton-Train ne faisait pas cette année. Et le camp Saint-Urbain nous l'a offert à toute dernière minute, soit mardi la semaine dernière.
C'est un gros plus pour nos citoyens et pour nos enfants aussi. Dans ce cadre-là, le camp Saint-Urbain ont besoin, avec l'application de la COVID-19, ont besoin d'un chapiteau pour assurer la distanciation et l'application des règles de distanciation qui sont imposées par la loi. Alors, pour le point 28, c'est l'allocation d'un chapiteau pour le camp de jour municipal qui va se tenir au camp Saint-Urbain. Alors, le coût de location pour la période concernée est de 5 000 payable par la municipalité. Dans le contexte actuel, on avait un budget de 10 000 prévu pour le transport par autobus des enfants à partir d'ici aller au camp Boutentrin à l'époque. Maintenant, les parents vont amener les enfants directement là-bas et ils vont aller les récupérer directement au camp Saint-Urbain. Donc, on n'a pas cette dépense-là à faire. Alors, le 5 000 serait pris à même cette portion-là qui est économisée. Ça me prend un proposeur. Madame Joly, secondée par M. Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Je vous remercie tout le monde pour les enfants. Et les parents aussi, je pense qu'il y en a plusieurs qui sont bien contents. OK. 29, autorisation d'assistance, le webinaire concernant la captation et la diffusion des séances du Conseil. Je demande l'autorisation d'assister avec Mme Paquette au montant et Mme Picard une séance d'un webinaire à cet effet-là qui est au coût de 99 $. Alors, ça me prend un proposeur. Mme Shannon, secondée par Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Résolu à l'unanimité. Autorisation d'assistance, M. Michel Raymond, colloque annuel de l'Association des travaux publics. Alors, à tous les ans, Michel va au colloque pour la TPA. Cette année, le colloque se tient du 17 au 20 novembre 2020. Le coût d'inscription est de 1 195 $ plus taxes applicables, ainsi que les frais de déplacement, d'hébergement et de repas qui sont couverts par la municipalité. Il est évident que si le colloque est annulé dans le cadre de la COVID-19, il y a un prolongement de non-rencontres de plus de 10 personnes, les rencontres privées de 10 personnes, actuellement, les rencontres publiques sont toujours interdites. Il va y avoir annulation du colloque à ce moment-là et les frais seraient remboursés. Alors, ça me prend un proposeur. M. Lévesque, secondé par Mme Shannon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Autorisation d'assistance, M. Sébastien Gravel, Code de construction du Québec. M. Gravel, on l'a autorisé l'année passée à suivre une formation pour devenir inspecteur. Alors, ça s'inscrit dans ce cadre-là. C'est sa formation qui va avoir lieu à l'automne prochain et ça va se faire en visioconférence. Alors, à cet effet-là, la municipalité, les frais pour la municipalité sont de 750 $ plus taxes, ainsi que les coûts de manuel scolaire s'ils sont nécessaires. Ça me prend un proposeur. M. Robideau, secondé par Mme Shannon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Résolu à l'unanimité. Agence des forêts privées de la Nodière. C'est notre renouvellement d'adhésion et de désignation d'un représentant. Alors, c'est M. Robideau qui était représentant de la municipalité qu'on propose probablement de maintenir sa participation. M. Michel est toujours d'accord. Et de la contribution annuelle de la municipalité, c'est l'adhésion annuelle qui est au coût de 100 $. Ça me prend un proposeur. Mme Shannon, secondée par Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Merci. Résolu à l'unanimité. Ça, pour votre information, les retours, si je ne me trompe pas, Monique, on a eu des montants importants en retour par rapport aux 100 $ qu'on investit. On récupère plus que 6 000 $ par année. Alors, c'est rentable pour nous autres de s'inscrire à ça. Le point 33. Acceptation des offres de services de PG Solutions, gestion de documents en ligne. Là, actuellement, le conseil municipal reçoit les documents avant la séance, avant la plénière et avant la séance sur le logiciel Dropbox. Dropbox est un logiciel qui est très efficace, mais aussi très dispendieux. Alors, Monique et son équipe ont fait des démarches pour trouver quelque chose de plus performant et moins dispendieux. PG a une application, puis on a déjà le logiciel PG à la municipalité. PG offre cette solution-là
à un coût de 130 par année. Hein, Monique? Si vous me permettez, c'est 275 annuels. Le 130 c'est un coût unique d'activation. C'est le coût d'activation puis de 275 annuels pour utiliser PG Solutions pour transmettre des documents au conseil lors des plénières, des journées de travail ou des séances du conseil. Alors, ça me prend un proposeur. Monsieur de Beaumont, appuyé par Mme Joly. Tout le monde est d'accord? Résolu à l'unanimité. Le point 34, travaux de réhabilitation du lac Beaune. C'est l'octroi de contrat à Jobert Incorporé. À la suite de l'ouverture des soumissions du 15 avril dans le cadre de l'appel d'offres 2020-012, il est proposé que les travaux de réhabilitation du barrage du lac Beaune soient octroyés à l'entreprise Jobert Incorporé plus bas soumissionnaire conforme au montant de 696 719,76. Dans ce cas-là, comme dans le cas du point 35, il va y avoir à la suite de l'approbation de ce contrat-là une tenue de registre. Quand on va aller en règlement d'emprunt. Alors, pour l'octroi de contrat Jobert, ça me prend un proposeur. M. Lévesque, secondé par M. Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? J'ai une question. Admettons que la chose ne passe pas, la soumission à M. Jobert tombe automatique. Automatique. Les deux contrats sont conditionnels. D'accord. Bon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Commentaire, M. le maire? Oui. Pour le moment, je vais être contre suite à la soirée et d'échange d'informations avec les citoyens. J'ai encore des détails importants à éclaircir avec l'administration publique. Alors, pour le moment, je suis contre. C'est beau. Les autres conseillers, est-ce que vous êtes d'accord? Mme Shannon, Mme Joly, oui. M. Robideau, M. Lévesque, M. Côté. Alors, c'est résolu à l'unanimité? Non, majoritairement. À la majorité, je m'excuse. L'octroi de contrat pour le plan et devis, estimation des coûts, surveillance des travaux, confection d'une station d'épuration des eaux usées de type RBS. Ça, c'est notre usine des eaux usées qu'on fait en mécanique. Alors, à la suite de l'ouverture des soumissions, dans le cadre de l'appel d'offres 2020-001, la firme incorporée plus bas soumissionnaire conforme le contrat pour les services professionnels, estimation des coûts relatifs à la confection d'une station d'épuration des eaux usées de type RBS au montant de 234 549 $, taxes incluses. Ça me prend un proposeur. M. de Beaumont, appuyé par M. Robideau. Est-ce que tout le monde est d'accord? Résolu à l'unanimité. Pas de contrat Jobert Incorporé, production de 15 000 tonnes métriques de sable abrasif, ABDIF, appel d'offres sur invitation. Alors, à la suite de l'ouverture des soumissions, le plus bas soumissionnaire, c'est Jobert Incorporé, au montant de 63 638,76 $ pour nous fournir les 15 000 tonnes de métriques de sable pour l'hiver qui s'en vient, malheureusement toujours trop vite. Et c'est du sable qui va être pris à même la sablière qui appartient à la municipalité. Donc, c'est une réduction de coût importante par rapport au sable qu'on achetait auparavant. Ça me prend un proposeur. M. Lévesque, appuyé par M. Robideau. Est-ce que tout le monde est d'accord? Résolu à l'unanimité. Le mandat à Novalier, Mme Mélanie Bégin, notaire, cession d'une partie du lot, 4 935 157 du cadastre du Québec. Alors, c'est Mme Bégin du cabinet de notaire Lavalier, soit mandatée pour préparer un acte de vente et tous les documents afférents à intervenir entre la municipalité et M. Laurent Vachon, propriétaire, fait que la municipalité procède à la cession d'une partie du lot, 4 935 156, ce qui est sur le Grenier Nord, afin de résoudre une situation non résolue en lien avec un échange de terrain. Le coût de la cession est de 1 125 $, plus déboursés et taxes y applicables, tel de décrit à l'appel d'offres du 3 juin. La directrice générale, par intérim et service du greffe, est autorisée à mandater un arpenteur géomètre, afin d'effectuer le travail préalable nécessaire à la transaction notariée. Ça découle d'une négociation qui avait eu lieu il y a plusieurs années
À l'époque, c'était M. Mercier qui était directeur général. Alors, le terrain que Mme nous cédait, nous autres, on l'a pris de façon notariée, mais le terrain que nous autres, on cédait à Mme en contrepartie, ça a été fait par écrit avec M. Mercier, mais jamais été notarié. L'objectif de ça, c'est de régulariser la situation de la rendre légale. Alors, ça me prend un proposeur. Michel, si tu veux parler, ton micro. Tu as une question, Michel? Je veux juste préciser, M. Mass, si vous me permettez, ce n'est pas Grenier Nord, c'est Grenier Sud. Okay, Grenier Sud, parfait, merci. Est-ce que ça me prend un proposeur? Madame Joly, secondé par M. Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Résolu à l'unanimité. Le mandat à 6 mois plus demande de certificat d'autorisation au barrage du lac original. Alors que la municipalité mandate la firme CIMA et désigne sa représentante, Mme Josée Francard, ingénieure chargée de projet énergie, barrage et centrale, afin d'entreprendre de signer pour et au nom de la municipalité toutes les procédures, représentations et communications requises auprès des différents ministères concernés lors du dépôt des formulaires de demande d'autorisation et de certification d'autorisation pour les travaux de réhabilitation du barrage du lac original. Que le Conseil approuve les déboursiers relatifs aux demandes de certification d'autorisation régies par les ministères, soit un montant de 692 $ pour frais d'analyse en environnement et un montant de 2006,32 $ pour frais d'analyse faune et flore et un montant de 200 $ pour la sécurité des barrages. Alors, ça me prend un proposeur. Mme Joly, secondé par M. Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Résolu à l'unanimité. Autorisation de paiement, Alexandre Deschamps, notaire, barrage Lac-Jaune. Compte tenu de la résolution de 2019-436 adoptée à la séance du mois de novembre 2018, où on autorisait les notaires à procéder à la cession du barrage du Lac-Jaune, le 3e barrage du Lac-Jaune, qui était en succession, et pour régulariser une situation qui date depuis plus de 20 ans, si ce n'est pas plus que 30 ans. Il y avait des démarches qui avaient été entreprises. Maintenant, au niveau du notaire, compte tenu que les registres n'étaient pas complets, il est obligé de faire une autre transaction pour compléter le dossier, pour permettre la cession du lot en question. Et ça, c'était payable à 100% par les propriétaires dans notre règlement de l'époque. Et c'est encore le cas à ce niveau-là. C'est une dépense de 750 additionnels qu'on octroie au notaire pour régulariser. Alors, ça me prend un proposeur. M. Robidoux, secondé par M. de Beaumont. Est-ce que tout le monde est d'accord? Résolu à l'unanimité. On va finir par le régler, le barrage du Lac-Jaune, M. Robidoux. Lac-Jaune. Lac-Jaune. Le Lac-Jaune aussi, là, mais Lac-Jaune, on va finir par le régler. Comment c'est ça? Avis de motion, règlement décrétant une dépense, un emprunt n'excédant pas 780 000 $ procéder aux travaux de réhabilitation du Lac-Bon. Alors, l'avis de motion est donné en conformité avec l'article 445 du Code municipal du Québec, à l'effet qu'il soit adopté une séance subséquente du Conseil. Un règlement décrétant une dépense, un emprunt n'excédant pas 780 000 $ pour de travaux de réhabilitation du barrage du Lac-Bon. Alors, c'est un avis de motion, donc c'est seulement qu'un dépôt, c'est moi qui le fais. Le point 41, projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 780 000 $ procédait aux travaux de réhabilitation du barrage du Lac-Bon. Attendu la loi sur la sécurité des barrages et le règlement sur la sécurité des barrages qui a instauré une série de mesures encadrant la construction, la modification et l'exploitation des barrages et que ces mesures engendrent par le fait même des coûts importants. En conformité avec les exigences de la loi sur la sécurité des barrages, la municipalité a mandaté une firme d'ingénieurs qui a procédé à l'évaluation de la sécurité du barrage. Au terme de cette résolution-là, la municipalité s'est engagée à réaliser, en guise de mesures permanentes, exposer les correctifs et le calendrier de mise en œuvre mentionné au rapport d'évaluation de la sécurité du barrage du Lac-Bon. Ceci afin d'assurer la sécurité du barrage, la sécurité fonctionnelle et structurale, ainsi rendre ce barrage conforme aux normes minimales de sécurité et aux règles de l'art exigées par le ministère.
Attendu l'estimation des coûts des travaux de réhabilitation en date du 9 juin 2020, produite par le directeur du service des travaux publics joint à l'annexe A du présent règlement. Attendu afin de réaliser ces travaux, il est nécessaire d'emprunter des sommes n'excédant pas 780 000 $, sommes remboursables sur une période de 40 ans. Attendu l'adoption du règlement 582-2020 décrétant l'imposition des taxes des barrages municipaux. Attendu l'avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance ordinaire du 15 juin. Pour ces motifs, on procède au dépôt tel que présenté au projet de règlement des retards de dépenses sur un emprunt n'excédant pas 780 000 $ pour procéder aux travaux de réhabilitation du lac Beaune. Alors, ça me prend un proposeur. M. Lévesque, secondé par projet de règlement, c'est le projet de règlement d'emprunt. M. Robidoux, seconde. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. M. le maire, compte même commentaire que le point 34. M. Beaumont est contre. Tous les autres sont d'accord. C'est résolu à la majorité. Là-dessus, il va y avoir tenue de registre selon les lois qui nous sont imposées actuellement à cause du décret qui est conséquent à la COVID-19. Alors, il va y avoir une tenue de registre et les citoyens concernés vont être informés de la procédure. Le point 42. Projet de règlement modifiant le règlement de zonage. Est-ce que vous me permettez, M. Kenville, le 41A qu'on a rajouté? Effectivement. Le point 41A, je le retrouve. Bon, le point 41, c'est le 41A, acquisition de gré à gré par expropriation du lot 366-02-47, barrage du lac Beaune. Alors, c'est que le Conseil autorise la directrice générale et secrétaire trésorier à mandater les professionnels nécessaires à l'acquisition de gré à gré ou par expropriation d'une parcelle du lot. On dit une parcelle du lot, hein, bien importante, 366-02-47 dans le but de réaliser la réhabilitation du barrage du lac Beaune. Alors, ça me prend un proposeur. M. Robidoux, secondé par M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Contre. M. de Beaumont est contre, a résolu la majorité. Le point 42, projet de règlement, modifiant le règlement de zonage 424-2011 afin d'inclure l'usage résidentiel de résidence de tourisme à l'annexe A du règlement de zonage. Attendu l'arrêté numéro 20-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai. Attendu que le Conseil suspend la tenue de l'Assemblée publique de consultation jusqu'à ce que le processus d'adoption réglementaire normaux soit rétabli ou qu'une procédure soit mise en place par le ministère. Alors, ce qu'on demande, c'est que le Conseil adopte, tel que présenté, le projet de règlement modifiant le règlement de zonage afin d'inclure l'usage de résidence de tourisme à l'annexe A du règlement de zonage. Ça me prend un proposeur. M. Lévesque, secondé par M. Robidoux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Je suis contre, M. le maire. On n'est pas prêt pour le moment. Est-ce que tout le monde est d'accord, à part M. Beaumont? Alors, résolu à la majorité. Projet de règlement modifiant le règlement administratif afin d'assujettir les résidences de tourisme à l'obtention d'un certificat d'autorisation et d'inclure une définition à l'usage résidence de tourisme. Attendu la demande de modification au règlement de zonage pour intégrer l'usage résidentiel résidence de tourisme. Attendu qu'il est nécessaire d'intégrer l'usage résidence de tourisme à la réglementation d'urbanisme de la municipalité Chersey. Il est aussi important de l'encadrer afin d'assurer l'aspect et la quiétude du voisinage. Attendu que l'arrêté ministériel 2020-033 de la santé et des services sociaux, le Conseil suspend la tenue de l'Assemblée publique de consultation jusqu'à ce que les processus d'adoption réglementaire soient rétablis. Alors, ce qui est proposé, c'est que le Conseil adopte, tel que présenté, le projet de règlement modifiant le règlement administratif afin d'assujettir les résidences de tourisme à l'obtention d'un certificat d'autorisation et d'inclure une définition à l'usage résidence de tourisme. Ça me prend un proposeur. Mme Joly, secondée par M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Contre. M. de Beaumont est contre. Tout le monde est d'accord. Les autres ont résolu à la majorité. Le point 44, projet de règlement modifiant le règlement 416-2011 relatif à l'adoption du plan d'urbanisme révisé afin d'inclure les résidences de touristes dans la classe hébergement. Tandis qu'il est nécessaire et dans l'intérêt des citoyens de Chersey d'apporter une modification au règlement 416-2011 relatif à l'adoption du plan d'urbanisme révisé de la municipalité de Chersey afin d'intégrer l'usage résidences de tourisme. Attendu que le Conseil suspend la tenue de l'Assemblée publique de consultation jusqu'à ce que les processus d'adoption réglementaire normaux soient rétablis. Alors, ce qui est demandé, c'est que le Conseil adopte, tel que présenté, le projet de règlement modifiant le règlement 416-2011 relatif à l'adoption du plan d'urbanisme révisé de la municipalité afin d'inclure les résidences de tourisme dans le classe hébergement. Ça me prend un proposeur. Proposé par M. Robideau, secondé par M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Contre. M. de Beaumont est contre. Tout le monde, les autres sont tous d'accord, donc résolu à la majorité. Le 45, dans la même lignée, le projet de règlement relatif aux usages conditionnels. Attendu que le conseil municipal juge opportun d'assujettir la délivrance de certificat d'autorisation pour une résidence de tourisme à l'adoption d'une demande d'autorisation d'un usage conditionnel. Tandis que pour les résidences de tourisme, le Conseil statuera éventuellement sur un mode de tarification afin de faire respecter ce règlement. Attendu que le Conseil suspend la tenue d'assemblée publique jusqu'à ce que les processus d'adoption réglementaire normaux soient rétablis. Ce qu'on demande, c'est que le Conseil adopte, tel que présenté, le projet de règlement relatif aux usages conditionnels. Là, il y a une copie du projet de règlement qui concerne vraiment l'usage conditionnel des résidences de tourisme. Ça va être disponible sur le site Internet de la municipalité pour consultation. Et dès que possible, aussitôt que la loi va nous le permettre, il va y avoir une consultation publique avant d'adopter le règlement. Alors, ça me prend un proposeur. Mme Joly, secondée par Mme Shannon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Je compte, M. le maire, mais merci de préciser aux citoyens qu'il va y avoir une consultation publique. M. de Beaumont est contre, les autres sont tous d'accord. M. de Beaumont, pour précision, on n'a pas passé, on ne peut pas aller en consultation publique si on n'a pas au moins un projet de règlement et tout ce qu'on vient de passer, que vous êtes objecté, ce sont tous des projets de règlement. En fait, on peut faire des journées et des soirées d'information, M. le maire, tel que vous me l'avez expliqué. Oui. Mais il faut quand même passer un projet de règlement avant que les citoyens aient un document dans les mains, mais vous avez le droit d'être contre. C'est beau. On peut gérer ça comme on le veut, M. le maire, comme on le veut. Le point, on est rendu au point 40. 46. Avis de motion règlement modifiant le règlement 584-2020 sur le programme d'aide financière et soutien technique à la rénovation des bâtiments. Quand on a passé le règlement des bâtiments résidentiels et commerciaux, quand on a passé le règlement le mois passé, il était précisé résidence et commerce. Ça excluait de facto, le fait de ne pas le préciser, tout ce qui est organisme communautaire. Quand on pense organisme communautaire, sur la rue de l'Église, entre autres, il y a les montagnards, le CCBM, le Centre communautaire bénévole, et la Maison des aînés. Alors, si on veut inclure, puis il y a déjà des manifestations d'intérêt par ces OSBL-là. Alors, si on veut allouer des fonds à des OSBL, il faut les inclure dans le règlement. Notre règlement ne le prévoyait pas. Alors, l'amendement, c'est d'inclure les OSBL dans notre nouveau règlement. Alors, ça me prend un proposeur. Mme Joly, secondée par M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 47, qui est l'avis de motion, c'était le 46, hein, que j'ai déposé, puis le 47 qu'on vient de voter. OK. Le point 48, dérogation mineure, consultation écrite. Attendu la présente période, on est en période estivale, qui est une période propice à la réalisation de travaux et que le Conseil désire favoriser leur réalisation dans le respect de la réglementation municipale
et de toute dérogation qui serait déposée. Attendu qu'il est difficile de prédire à ce jour la fin de la déclaration d'urgence sanitaire, mais que dans le contexte actuel, il est possible qu'il soit prolongé encore pour plusieurs semaines. Attendu que le Conseil juge dans l'intérêt public de ne pas priver les citoyens de la possibilité de voir traiter leur demande de dérogation mineure dans la mesure où le Conseil obtient par ailleurs les commentaires des citoyens, ces derniers n'étant ainsi pas privés de la possibilité de faire valoir leur droit de vue et de soumettre leurs commentaires pour qu'ils soient considérés par le Conseil. Attendu que le Conseil désire que la procédure prévue par la loi sur l'aménagement de l'urbanisme à l'égard des dérogations mineures soit remplacée par une consultation écrite d'une durée de 15 jours annoncée au préalable par un avis public tel que le permet l'arrêté ministériel 2020-033 et ce, à l'égard de toute demande de dérogation mineure devant être traitée pendant la déclaration d'état d'urgence sanitaire, à moins que des mesures additionnelles ou autres ne soient prises par les autorités gouvernementales. Ce qui est demandé, c'est que le Conseil décide proposer qu'on appuie cette dérogation, cette consultation-là, cette dérogation à la règle de consultation. Ça me prend un proposeur. M. Lévesque, appuyé par Mme Shannon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Résolu à l'unanimité. On arrive à la période des dérogations. La Caroline. 48. Non, 49. 49. On arrive aux dérogations mineures. Madame Picard, est-ce qu'on a des questions à date sur les dérogations mineures des citoyens? Nous n'avons reçu aucun commentaire de citoyens concernant cette dérogation mineure. Les citoyens avaient jusqu'à hier, soit dimanche 14 juin, 16 h, pour nous envoyer leurs commentaires par courriel. On n'a rien reçu. Non. Bon. Alors, demande de dérogation mineure, le lot 5 110 390, le 4041 chemin du lac-Lane. Attendu que le comité consultatif a reçu une demande de dérogation pour le lot situé au 4041 chemin du lac-Lane concernant la régularisation de la marge avant comme suit, tel que présenté sur le plan accompagnant de sa localisation. Permettre que la marge avant soit de 6,18 mètres plutôt que 7,5 mètres. Une dérogation mineure pour même nature, régulation de la marge avant de 6,56 mètres a déjà été acceptée. Suite à la réforme cadastrale, le lot a été réduit. Un refus entraînerait des complications lors de la vente de la propriété. Attendu que la dégradation mineure, puisqu'il s'agit d'une dérogation empiétant la marge avant de 1,32 mètres, soit un manque de 17,6 afin d'obtenir les 7,5 mètres réglementaires. Ce qui est demandé au Conseil, c'est, suite à la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, qui est recommandé, c'est que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure pour le 4041 chemin du Lac-Lane. Ça me prend un proposeur, M. Robideau, secondé par M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Résolu à l'unanimité. Adoption des comptes fournisseurs. Alors, c'est d'autoriser les déboursements effectués pour le mois de mai 2020 au montant de 683 329,40 tel que déposé par la directrice générale. Puis tout le monde en a reçu la liste. Que le Conseil accepte la liste des déboursés des comptes à payer au 31 mai 2020 au montant de 2 243 435 et 20 et en autorise le paiement. Ça me prend un proposeur. Mme Shannon, secondé par Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le 51, Mme Paquette. Je dépose au Conseil municipal l'état des activités financières pour la période du 1er au 31 mai 2020. Merci, Madame. Le maire vous informe.
Actuellement, dans les dossiers, vous savez qu'on a toujours notre dossier Internet, on a toujours les mêmes problèmes avec Bell, mais il y a quand même des raccordements qui ont débuté à la municipalité de Rawdon. Ça s'en vient tranquillement. Il va y avoir des développements majeurs dans ce dossier-là. Pour des raisons de confidentialité, parce que ça touche des entrepreneurs, on ne peut vous donner l'information publique. Le conseil en a été informé la semaine dernière. Aussitôt que ça va être disponible et qu'on va pouvoir le rendre public, les nouveaux développements, vous allez être informés le plus rapidement possible là-dessus. C'est positif. On fait des démarches pour accélérer le processus. C'est ce que je peux vous dire pour l'instant. Avant de passer à la période de questions, j'avais le mois passé, je cherche les noms, Monique. Voulez-vous que je vous les donne, M. le maire? Oui. Le mois passé, on a eu des questions des citoyens et par omission, je n'ai pas nommé tous les citoyens qui avaient des questions. Alors, Monique, veux-tu posséder juste le titre de la question et la personne qui l'avait envoyée? Donc, on avait un courriel de M. Pierre Bourdeau concernant la construction de la nouvelle caserne de pompiers. Par la suite, on avait un courriel de M. Sylvain Côté qui nous posait des questions relativement au barrage du Lac-Bombe. Ensuite, nous avions un courriel de M. Jean Richard qui voulait des informations concernant le report de compte de taxes des intérêts. On a eu un courriel de Mme Diane Cossette. On l'avait nommé. Pardon? Mme Cossette, on l'avait nommé. M. Monet, on l'avait nommé. D'accord. Alors, ça fait le tour des 5 questions qu'on a eues le mois passé. Ça, c'est les questions qu'on avait eues le mois passé que je n'avais pas précisé les noms. Maintenant, c'est fait. Bon, on arrive à la période de questions. Je vais laisser Monique le loisir de poser les questions que les citoyens nous ont adressées. Donc, la première question nous provient de Mme Diane Cossette, citoyenne de Chersey. Je vous lis intégralement sa question. Pour avoir un portrait global et être outillé pour comprendre chaque dossier qui concerne les barrages, vu la complexité des dossiers, les gens de Chersey devraient pouvoir consulter les documents qui les concernent et qui contiennent des informations de base avant les séances de consultation. Des montants faramineux et des expropriations sont en jeu dans certains cas. Alors, je considère que nous avons le droit de savoir en amont. Par souci de transparence, pouviez-vous rendre disponible sur le site Internet de la municipalité les études, estimations et autres documents ou liens contenant des renseignements de base pour notre compréhension des dossiers qui concernent les barrages? En conséquence de ce qui précède, j'ai demandé à la municipalité le 3 juin dernier de m'envoyer les documents tels que études, dates prévues pour les réparations et inspections à venir, etc. Cela concerne uniquement le barrage du Lac-Orignal où j'ai un terrain. Comme je n'ai rien reçu à ce jour, je fais officiellement aujourd'hui une demande d'accès à l'information pour obtenir les 10 documents demandés. Lors de cet échange, la municipalité m'a tout de même informé qu'une copie de l'étude avait été envoyée au ministère pour approbation. Le ministère a-t-il approuvé à ce jour la copie de l'étude que vous lui avez envoyée? Sinon, le ministère a-t-il une date limite pour vous répondre? Merci. Je vais laisser le soin à Mme Paquette de répondre à cette question-là. Donc, étant donné que la question a plusieurs paragraphes, je vais la reprendre pour donner des informations à chaque pour être sûr de rien oublier, étant donné que la citoyenne n'est pas devant moi et ne peut pas relancer mes dires. Donc, pour avoir elle demande à ce que les informations soient données avant les séances de consultation. Pour l'instant, pour ce qui est du barrage du Lac-Orignal, il n'y a pas encore eu de déclaration de date pour la rencontre des citoyens parce que les informations, on ne les a pas encore, mais aussitôt que ça va être disponible, nous allons voir à présenter une séance de consultation pour les citoyens et les documents pourront être disponibles à ce moment-là. Elle dit que par souci de transparence, donc les études d'estimation et autres documents en lien devraient être sur le site Internet. Pour qu'un document devienne public, il doit avoir été approuvé par les membres du conseil. Pour ce qui est de l'étude de sécurité, la première étape pour les barrages, c'est l'étude de sécurité. Étant donné que l'étude de sécurité n'est pas encore approuvée par le ministère, il peut être modifié. Donc,
le document n'est pas un document disponible à la population tant et aussi longtemps qu'il n'a pas été accepté par le ministère, parce que étant donné que c'est des dossiers complexes, c'est-à-dire que c'est très, très technique, la réparation d'un barrage, les ingénieurs font énormément de calculs et proposent des solutions. Et le ministère doit approuver ces calculs-là ou les directives, peu importe. Donc, il y a plusieurs communications qui se font entre les ingénieurs, la firme qui écrit l'étude de sécurité et le ministère. Donc, en résumé, l'étude de sécurité pourrait être disponible aux citoyens à partir du moment où lorsque le ministère va avoir approuvé l'étude, il va être déposé au Conseil pour adoption et en même temps que l'étude est approuvée, l'échéancier et les travaux qui devront être faits vont également être approuvés par les membres du Conseil et c'est à ce moment-là qu'on va rendre publique l'information. Donc, on me demande également, on me dit qu'elle a demandé ces informations-là le 3 juin et j'ai également répondu à sa demande et le maire était en copie conforme, a vu la réponse, que je réponds à Mme Cossette, c'est effectivement les informations, étant donné qu'ils ne sont pas encore approuvées par le ministère, ils ne sont pas disponibles pour les citoyens vu qu'il y a objet à changement. Elle me demande également le barrage, le ministère. Bon, elle dit qu'elle fait officiellement aujourd'hui une demande d'accès à l'information. Malheureusement, une citoyenne ne peut pas faire une demande d'accès à l'information via une question à la séance du Conseil. Il y a un formulaire prévu sur le site de la municipalité pour effectuer les demandes d'accès à l'information. Donc, j'invite la citoyenne à faire sa demande par ce formulaire-là, mais comme je vous dis, faites-le pas maintenant puisque l'étude n'est pas disponible au public pour l'instant. Ensuite, elle me demande si l'étude a été approuvée à ce jour et sinon, est-ce que le ministère a une date limite pour répondre? Malheureusement, non. Il n'y a pas une date limite pour répondre. Oui, il a été transmis au ministère. Si je prends par exemple le lac Bond, ça a pris 1 an et demi avant que le ministère approuve l'étude de sécurité. Pourquoi? Parce que comme j'ai expliqué tantôt, c'est très technique la réhabilitation d'un barrage. Il y a énormément d'estimations de faits sur la crue des eaux. Bon, je ne rentrerai pas dans le détail. Et il y a énormément d'échanges qui se font entre les ingénieurs des différents entre le ministère et la firme d'ingénierie. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'a toujours pas eu une réponse du ministère concernant l'étude de sécurité au lac Orignal. La meilleure façon d'être transparente lorsque les documents ne sont pas disponibles comme ça et qu'on est en processus, parce qu'il y a plusieurs étapes dans une réhabilitation de barrage, je recommande toujours aux citoyens de m'appeler. Et j'ai des discussions avec eux. C'est beaucoup plus facile d'échanger étant donné que je peux pas, j'ai pas de documents, mais j'ai quand même, je suis quand même capable de donner cette information avec des questions plus directes. Et Madame Cossette, je vous ai invité à m'appeler, ce que vous n'avez pas fait. Et vous parlez dans votre question, vous parlez le droit pour l'ensemble des citoyens. Je peux vous dire qu'il y a plusieurs citoyens, entre autres au lac Orignal, qui me téléphonent depuis plusieurs années pour avoir des informations sur le déroulement et j'ai toujours répondu à leurs demandes. Voilà. Et dans le cas du barrage du lac Orignal, ça va être la même chose que dans le cas du lac Bond. Il va y avoir une session d'information aux citoyens pour
par souci de transparence, je veux dire, c'est quoi qui s'en vient, comment ça va se dérouler, comment ça va être taxé. Ah, merci de le rappeler. Je voulais également dire que à partir du moment où on a toutes les informations en main, je vais envoyer une lettre directement à chaque propriétaire concerné, donc les gens qui sont au lac Orignal. Et à ce moment-là, si j'ai envoyé la lettre, c'est que les informations sont disponibles. À ce moment-là, les citoyens peuvent me demander d'avoir accès aux études, etc., pour qu'ils puissent en prendre, puissent le lire avant les séances d'information. Mais vous allez voir qu'une étude, c'est très technique et les soirées d'information en présence des ingénieurs sont là pour répondre aux questions qui, des fois, par la lecture du devis ou de l'étude, c'est pas dans un langage peut-être aussi accessible pour les citoyens non initiés. Merci, Mme Paquette. Mme Picard, prochaine question. Oui, donc le courriel nous provient de Jocelyn Brière. En fait, il y a 2 courriels, un à la suite de l'autre. Je vais vous les lire une à la suite de l'autre. Le premier courriel, j'aimerais obtenir plus d'informations au sujet des nouveaux règlements concernant l'hébergement touristique. Que sera-t-il discuté et qu'est-ce que cela veut dire? De plus, je vois que les citoyens ne sont pas admis. Allez-vous prendre des décisions? Est-ce que les citoyens auront la chance de se prononcer et de discuter avant l'adoption? Nous aimerions être informés et avoir la possibilité de participer à la discussion avant l'adoption de quelconque réglementation sur l'hébergement touristique. C'était le premier courriel. Je suis avec le deuxième. Je ne suis pas familier avec les procédures municipales, mais j'ai compris que lorsqu'il y a des changements majeurs, la population doit pouvoir s'exprimer. Il est important pour nous de s'exprimer sur le sujet des résidences de tourisme. Un règlement à ce sujet aura de gros impacts pour toute la population et plusieurs seront touchés sans même savoir qu'ils le seront. Un règlement peut mener à une variation du prix des propriétés, changement important pour les plans successoraux de certains, remodelage de zones et secteurs au détriment d'une répartition uniforme, etc., etc. Il faut savoir que pour certains, la location court terme offre une option intéressante, sinon essentielle pour plein d'occasions dans la vie. Souvent, on se rend compte de ce potentiel et outils lorsque quelqu'un perd son emploi, tombe malade ou que l'entretien devient un poids trop lourd et que l'option de louer quelques mois par année permet de conserver son bien, de le faire entretenir, de le passer à une prochaine génération, de le posséder pendant une période jusqu'à ce qu'on puisse y habiter à plein temps. Il est important que la population soit au courant et puisse débattre de ce sujet qui les touchera. J'aimerais que mes questions et ces 2 courriels soient présentés à la séance de demain. Le courriel était daté d'hier. J'aimerais avoir l'occasion de voir, comprendre les règlements proposés et de pouvoir en débattre. J'ai préparé un mémoire sur ce sujet et j'aimerais pouvoir le déposer et le présenter. Est-ce que je comprends que nous aurons ces possibilités? Sinon, j'aimerais demander un moratoire sur ces règlements jusqu'à ce que ce soit possible de le faire démocratiquement. Dans un premier temps, c'est la raison pour laquelle on dépose un projet de règlement, que les citoyens voient là où la municipalité tente de s'en aller. Alors, le projet de règlement a été déposé aujourd'hui. Il va y avoir une consultation publique. C'est un règlement d'urbanisme. Il y a automatiquement une consultation publique, comme je l'ai mentionné quand j'ai fait la lecture. Maintenant, la consultation publique, dans le contexte de la COVID, on ne peut pas tenir de consultation publique. Alors, il va y avoir, c'est reporté jusqu'à ce que les autorités gouvernementales nous donnent les autorisations de procéder. Et dès que ça va être possible, s'il va y avoir une consultation publique, je vous rassure, il n'y aura pas de règlement d'adopter par le Conseil tant et aussi longtemps que les citoyens n'ont pas eu l'opportunité de se prononcer sur l'intégralité de ce règlement-là. Et donc, il va y avoir une consultation publique et vous allez être informés par les voies municipales, soit par avis public, soit par le communicateur. On va s'assurer que tous les citoyens sont au courant de la date de la consultation publique pour que vous puissiez apporter vos commentaires et que, le cas échéant, le règlement tienne compte de ces commentaires-là et soit ajusté en conséquence. Pour ce qui est de votre
votre mémoire, moi, je vous invite soit à le déposer lors de la journée de la consultation publique, mais je vous inviterais, ce serait peut-être préférable de le déposer immédiatement, soit par courriel ou le déposer ici à l'Hôtel de Ville, de sorte que tous les conseillers puissent en prendre connaissance pour s'il y a des commentaires qu'on peut tenir compte lors de la séance publique d'entrée de jeu, on les aura déjà. Ça va? Mme Picard ou Mme Shannon? Oui. Est-ce que le procès-verbal d'aujourd'hui va être sur le site Internet pour que M. Brouillard puisse lire aussi? La séance du conseil est sur le site Internet. Le projet de règlement Le projet de règlement complet va être sur le site Internet également. On se donne 3 jours. On se donne 3 jours pour le publier sur le site Internet. Parfait. Alors, juste pour M. Brouillard, qu'il peut le consulter et tout le reste, et il sait que je vais communiquer toutes les informations. Bon. Excusez, il y avait une question aussi de Mme Motis au sujet des maisons de résidence de location. Je l'ai fait parvenir hier soir, mais il ne semblait pas qu'elle passé, mais je l'ai envoyé de nouveau de bonne heure matin. C'est la même question. On va y aller en consultation publique. C'était quoi la question, Michel? Bien, c'est ça. C'est parce que pour que Mme Motis soit au courant, qu'on a reçu sa question. OK. C'est la même chose. Ça va être lors de la consultation publique. Si elle a un mémoire à déposer, elle aussi, pas de problème, on va l'accueillir. On va l'accueillir comme juste donner suite à Mme Motis, c'est beau. OK. Mme Picard, la dernière question. Oui, la dernière question nous provient de M. Guy Monnet. Tout d'abord, je tiens à préciser que d'après la loi, et malgré les décrets et interdictions, vous avez toujours la possibilité et le droit de tenir les séances du Conseil comme avant, c'est-à-dire dans une salle avec public. Rien ne vous l'interdit. Nous comprenons très bien que par mesure de précaution, le maire et les conseillers ont choisi en mars dernier l'option du huis clos avec enregistrement vidéo. Mais maintenant, en pleine période de déconfinement tout azimut, il serait logique et plus démocratique de faire en sorte de revenir avec la présence des citoyens dans une salle en respectant les règles de distanciation. Puisque d'après la loi, ce choix vous revient ultimement, quelles sont vos raisons de continuer avec le huis clos et les enregistrements vidéo? M. Monnet, quand vous dites que puisque d'après la loi, ce choix vous revient, c'est une interprétation que vous faites de la loi, je vais vous relire exactement ce qui est libellé. Les municipalités, la question, c'est les municipalités sont-elles obligées de tenir des séances? L'arrêté 2020-024 du 15 mars 2020, pris par le ministère de la Santé et des Services sociaux, permet aux municipalités de tenir des séances du Conseil à huis clos et autoriser les élus à y participer par tout moyen de communication. Les règles encadrant la tenue des séances du Conseil dans un contexte d'état d'urgence ont depuis été remplacées par celle de l'arrêté 2020-029 du 26 avril, lequel s'applique à toute réunion, séance ou assemblée qui ont lieu en personne, y compris toute séance tenue par une municipalité ou un organisme municipal. Il est à noter que les assemblées publiques de consultation obligatoire ne sont toutefois pas visées dans la mesure où elles sont suspendues ou remplacées par une consultation écrite. En vertu des nouvelles règles applicables, il est toujours possible de tenir les séances du Conseil par tout moyen permettant à ses membres de communiquer directement entre eux et de voter de vive voix, ce qu'on fait par vidéoconférence. Si les élus se réunissent pour la tenue de la rencontre, ils doivent respecter les consignes sanitaires, dont celle du maintien d'une distance de 2 mètres. Étant donné l'interdiction de rassemblement intérieur et extérieur, les séances du Conseil doivent se tenir sans la présence en personne du public. La municipalité est toutefois encouragée à permettre aux citoyens d'y assister par des moyens technologiques, soit par visioconférence ou par téléphone. Ce qu'on fait, c'est qu'on donne l'opportunité, en diffusant notre ordre du jour à l'avance, on donne l'opportunité aux citoyens de poser des questions. Ce qui est clair, là, étant donné l'interdiction de rassemblement intérieur et extérieur. Interdiction, ça veut dire qu'il n'y a pas de conseil municipal public. Et il n'y en aura pas tant aussi longtemps que le décret ne sera pas amendé. Alors, M. Monnet, vous me donnez plus de pouvoir que j'en ai. Je ne peux pas passer au-dessus d'un décret gouvernemental. D'autres questions, Mme Picard? C'est tout. C'était la dernière? Oui. En relevé de la séance, proposé par M. Côté, secondé par Mme Joly.
Alors, je déclare la séance. J'aurais une petite faveur demandée. J'ai demandé à nos citoyens que la Croix-Rouge est en recherche de bénévoles et c'est très important, surtout en cette période de pandémie. Effectivement. Donc, s'il vous plaît, ceux qui ont de la disponibilité, la Croix-Rouge a besoin de vous. Et si vous voulez avoir les coordonnées, vous pouvez passer par la municipalité pour avoir les coordonnées. D'accord. On va transmettre ça à M. Robidoux. Il va se faire un plaisir de vous contacter. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord avec la levée de la séance? Alors, je déclare la séance levée officiellement à 11h27. Merci tout le monde. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.